Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro spécial victoire. Peut-être que la manière n'y était pas, mais en tout cas le résultat est là, une nouvelle victoire pour l'OGC Nice, la deuxième en championnat, la deuxième à l'extérieur, cette fois au stade François Coty sur le terrain d'Ajaccio. Un but d'Andy Delors, le local de l'étape, puisque poste formé à la CA qui permet aux Aiglons de s'en sortir, mais je pense qu'il y a un peu plus à dire que ce magnifique but, certes, mais quand même quelques débats, je pense, avec nos chers chroniqueurs. On va accueillir Pancho tout d'abord. Salut Pancho, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Ravi de pouvoir parler d'une victoire. Ouais, c'est mieux quand même, malgré tout, les lundis matins, même si parfois l'accueil au travail n'est pas, n'est pas franchement meilleur, n'est-ce pas Pancho ? Bah écoute, au vu du but auquel on a assisté, ça vaut un match en bois. Ouais, ça vaut quelques post-it incendiaires également sur son écran d'ordinateur. Bon bref, on ne révèle pas les secrets de la vie privée de nos chroniqueurs. On va plutôt accueillir Jérémy. Salut Jérémy, comment tu vas ? Salut Sky, salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien aujourd'hui. Soulagé par cette victoire hier, compliquée, mais bon, on va s'en contenter. Ouais, on se donne de l'air, le soulagement, hein, encore une fois, un peu comme face à Lille, c'est ce qui prédomine davantage que la manière, même si je pense que c'est un match dont il y a quand même des éléments à tirer un peu plus que les dernières sorties de l'OGC Nice, surtout que ça fait quand même suite d'un bon résultat et d'une belle prestation face à Cologne. On espère que les Aiglons vont pouvoir capitaliser là-dessus dans les prochaines semaines. De toute façon, la suite arrive très très vite, mais avant de parler de la suite, parlons un peu très brièvement de l'actualité un peu du jour du côté de l'OGC Nice, plutôt des ex de l'OGC Nice, puisque c'est Julien Fournier, l'ancien directeur du football d'Ineos et directeur sportif de l'OGC Nice, qui rebondit enfin officiellement. On avait évoqué son nom il y a quelques semaines du côté de l'Olympiakos. C'est finalement en Italie, à Parme, en Série B, qu'il rebondit. Donc voilà, c'est officiel depuis aujourd'hui. Messieurs, on va peut-être pas faire une émission là-dessus, mais en un mot, est-ce que pour vous c'est surprenant comme rebond pour Julien Fournier ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est peut-être pas un peu bas la série B par rapport à ce qu'on pouvait attendre de Julien Fournier, de son bilan à l'OGC Nice ? Ouais, moi c'est vrai que j'ai eu cette réflexion de me dire que c'était peut-être un petit peu bas. Après, ça reste un club, pas légendaire, mais un très grand club en Italie. Et peut-être que c'est un club avec lequel il peut faire des choses et qu'il peut relever. Donc, je pense que ça peut être comment dire, une bonne aventure pour lui. En tout cas, moi, je lui souhaite de la réussite là-bas. Alors, je suis pas un pro Julien Fournier ou un anti Julien Fournier. En tout cas, enfin, je suis Non, entre mais deux. on va peut-être Je pas suis lui mettre la ravi, tête dans voilà. la cuvette des chiottes maintenant qu'il est parti. Enfin, Voilà, non, voilà. je suis très content de son passage à Nice. Enfin, je trouve qu'il a fait de très bonnes choses, de moins bonnes, mais je pense que dans l'ensemble, on lui doit beaucoup. Donc, voilà, moi, je suis quand même content pour lui. J'espère que ça se passera bien. L'important, c'était qu'il rebondisse rapidement, peut-être Pancho, davantage que la destination. Mais c'est vrai qu'entre l'Olympiakos, certes un championnat mineur, mais quand même un club d'un standing européen, avec comparé à Parme, qui certes en Italie, mais en Série B, et voilà, fait pas le Parme de 1999. C'est un peu curieux peut-être. Après, je connais pas exactement le projet actuel de Parme. Ils ont un projet sur 3 ans, il paraît. D'accord, Voilà, ok. bon Bon, ça mais ça c'est va, fait. c'est rassurant. Non, mais quand on sait que Julien Fournier finalement a été le plus performant à l'OGC Nice avant l'arrivée d'Ineos, donc avant qu'on ait autant de moyens. Je me dis que en Série B, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de moyens aujourd'hui à Parme. C'est peut-être un contexte aussi, voilà, de refaire de Parme déjà un club de Serie A, parce que 20 ans, c'est pas énorme, c'est beaucoup pour l'histoire d'un club, mais c'est pas énorme. Il y a 20 ans, je crois qu'il gagne la Mhm. Coupe de l'UEFA, si je dis pas de bêtises. Avec le Euh, père de Kefren Turam d'ailleurs, effectivement. tout à fait, avec une grande équipe. Donc, club prestigieux, certes en série B, mais je pense un beau projet pour lui. Et voilà, bon courage à notre Juju national. Bon, un club à construire, hein, du coup, c'est vrai, peut-être que ça sied un peu mieux aux qualités de direction du football de Julien Fournier, mais voilà, on suivra avec attention le destin de Parme, en attendant que nous-mêmes, nous puissions annoncer un directeur sportif à l'OGC Nice. Jean-Pierre River, voilà, disait qu'il y avait encore quelques candidats visés et qu'ils essayaient surtout de ne pas se tromper, ce serait une bonne idée. Effectivement, à suivre dans les prochaines semaines, mais d'abord, retournons au terrain, retournons à l'actualité brûlante de l'OGC Nice et à cette victoire à François Coty, 1-0, le but d'Andy Delors encore une fois. Messieurs, je ne pense pas me tromper en disant que de toute façon, tout autre résultat qu'une victoire aurait été pris comme un échec, hein, parce qu'on rappelle que Ajaccio quand même était et est toujours
à la suite de cette victoire, dernier du championnat. Un match nul, 6 défaites, désormais 20e attaque. L'OGC Nice ne pouvait pas se permettre autre chose, surtout après une belle prestation, encore une fois, face à Cologne. Ça a été extrêmement compliqué sur la globalité du match. Alors, oui, la deuxième mi-temps était un peu mieux, mais c'était très, pas évident ce match. Ajaccio, c'était quand même extrêmement faible aussi. On a mis du temps avant de prendre le contrôle du match, si tant est si bien qu'on ait contrôlé ce match à un moment donné. Oui, effectivement, au vu du bilan et de la situation d'Ajaccio, il fallait gagner ce match. Il fallait concrétiser aussi, voilà, comme tu l'as dit, ce bon match nul contre Cologne. Voilà, on retient les 3 points, on retient le beau but de Delors. Il y a encore de nombreux matchs qui nous attendent. Mais c'est sûr que lorsqu'on s'arrête plus en détail sur le contenu, il y a pas mal de choses à dire. Jérémy, le contenu difficile, comme le disait Pancho, on va rentrer après, de toute façon, un peu dans le détail et dans le débat. Est-ce que aujourd'hui, enfin plutôt hier, lors de ce match, le contenu était vraiment un sujet, ou est-ce que là, c'était vraiment les 3 points, un peu comme face à Lille, qui importaient davantage? Alors oui, les 3 points étaient, comment dire, vraiment obligatoires. De toute façon, hier, il fallait gagner à Ajaccio. Bon, c'est vrai que c'est typiquement le genre de match qu'on va perdre et on va relancer notre adversaire, mais bon, au moins cette fois, ça s'est bien passé. Donc oui, bon, on a eu ces 3 points. Delors a marqué pour une fois, pas sur un penalty, donc je pense que ça va lui faire du bien pour lancer sa saison aussi. Donc voilà, moi, comme j'ai dit en intro, je suis quand même plutôt soulagé de tout ça. Après, oui, en termes de contenu, ça a été compliqué, même si je trouve que ça a été quand même beaucoup moins catastrophique que notamment les matchs contre Marseille et Monaco. On a quand même vu au moins une équipe qui avait envie d'être dans le match et qui allait quand même de l'avant, même si, enfin, ils essayaient, mais ils avaient quand même un peu de mal. Moi, en termes de tactique, j'ai plus l'impression que c'était dans l'idée avec le joueur qui était sur le terrain, c'était plus un 4-2-4 qu'un 4-4-2 en fait, parce que les deux joueurs sur les côtés, Pepe Diop, étaient vraiment très 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 haut sur le terrain, enfin essayer de l'être. Donc bon, dans ces profils-là, c'était plus dans cette idée-là. Après, alors, on peut pas demander, je pense, un contenu très bon, étant donné qu'on change de schéma tactique en fait tous les matchs en ce moment, j'ai l'impression. Donc du coup, c'est un peu compliqué, je pense aussi pour les joueurs. Alors, si on arrive à le faire toute la saison, ça veut dire qu'on a justement une équipe qui sait jouer dans plusieurs schémas tactiques, donc ce sera une bonne nouvelle. Après, là, pour l'instant, je pense surtout que Lucien Favre cherche le bon schéma où le Pour plus de l'instant, c'est joueurs plutôt sont à l'aise. l'équipe ne s'est jouée dans aucun schéma, hein, Ouais, voilà, malheureusement. c'est ça. Mais bon, je te coupe, Jérémy, juste parce que justement, on va peut-être commencer par les choix de Favre. Hein. On va pas revenir peut-être sur les 11 joueurs, mais on va peut-être lancer 2-3 débats sur ce qui a été étonnant, ou en tout cas ce qui était nouveau dans cette rencontre. Déjà, on va peut-être commencer, comme tu le disais, par ce 4-4-2 qui, au vu des hommes en place et au vu de l'animation, ou du peu d'animation en tout cas qu'il y avait sur la pelouse dimanche, ressemblait nettement plus à un 4-2-4, parce qu'effectivement, messieurs, il y avait les 4 fantastiques alignés devant, Sofiane Diop, Gaëtan Laborde, Andy Delors et Nicolas Pepe. Effectivement, on a recruté ces joueurs. On est malheureusement, et toujours après ce match, 19e attaque de Ligue 1. Du coup, on est quand même bien obligé d'essayer de trouver des solutions devant. Est-ce que pour vous, aligner les 4 joueurs ensemble, au-delà des impératifs financiers, marketing, voilà, suite au mercato, est-ce que pour vous, c'est vraiment une bonne idée sportive, et est-ce que vous avez eu l'impression que ces 4 fantastiques, en fait, avaient une certaine, une certaine complémentarité? Sur le match d'hier, c'est difficile de dire que ça a fonctionné. Pour moi, c'est pas une obligation. L'équilibre du collectif et de l'équipe est le plus important. Tant que ça roule, même si les 4 ne sont pas alignés, c'est pas un problème pour moi. Maintenant, vous parliez de 4-2-4. Je suis pas sûr que Favre voulait que ce soit un 4-2-4, Ouais. mais il voulait surtout que ce soit un 4-4-2. Donc oui, dans la continuité, moi j'ai bien aimé quand même qu'il y ait quand même une stabilité par rapport aux bonnes choses qu'on avait vues contre Cologne. Maintenant, victoire il y a eu, mais voilà, ça conforte pas non plus ce choix-là. Maintenant, voilà, on a testé quand même beaucoup de dispositifs, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3-3, ça fait quand même beaucoup alors qu'on est à peine mi-septembre, même pas un mois et demi de compétition.
Donc oui, il l'a dit, c'est encore en rodage. Il y a encore pas mal de choses à travailler sur ce dispositif-là. Mais l'essentiel était ailleurs, on va dire, sur ce match-là. Jérémy, juste pour revenir voilà, sur cette ligne de 4 qui, sur le papier, est quand même extrêmement alléchante. Hein, on va pas se plaindre. Mais par contre, dans l'animation, c'est vrai que, comme le dit Pancho, hein, le Lucien Favre voulait davantage un 4-4-2. D'ailleurs, il a même pas déguisé ses critiques, notamment envers Nicolas Pepe, sur le rôle qu'il attend des ailiers, notamment au niveau du repli défensif. Ça n'a pas forcément fonctionné de ce côté-là. On a terminé le match dans un autre système, mais je vous propose qu'on termine peut-être l'émission là-dessus et qu'on fasse un peu l'analyse du match, en tout cas de façon chronologique. Mais voilà, ces 4 devant, est-ce que selon toi, il faut pas penser peut-être à sacrifier un de ces 3 joueurs sur l'autel de la complémentarité? Alors après, pour une modification d'un système peut-être, ou pour un autre joueur qui pourrait entrer, mais là clairement on n'a pas l'impression que ça a fonctionné. L'équipe a mieux joué une fois qu'il y a eu des sortants en fin de rencontre. Qu'est-ce que c'est ton sentiment voilà par rapport à cette ligne de 4 devant, et est-ce que ce match pour toi permet à Lucien Favre de tirer un enseignement sur son secteur offensif? Pour moi, tout va dépendre en fait de l'adversaire que tu as en face et du jeu que tu veux avoir. Parce que je pense qu'hier, en fait, il a mis ces 4 joueurs offensifs là pour mettre la pression sur Ajaccio, mettre les 4 offensifs pour essayer de marquer des buts et essayer d'être très haut sur le terrain. Ça n'a pas Alors ça franchement pas fonctionné, forcément hein. voilà, ça n'a pas forcément fonctionné. Voilà, je pense que ça va dépendre de l'adversaire. Après, alors les 4 sur le terrain, moi je pense que ça peut être possible. Moi, par contre, ce qui me fait un petit peu peur en fait, c'est si on utilise les 4 joueurs comme ça, c'est le turnover qui va être un petit peu faible à ces postes-là. Donc je pense qu'il va falloir faire comme lors du match contre Cologne, faire un petit peu tourner. Par exemple, Pépé était sur le banc. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses, des états de forme, de l'adversaire, du jeu qu'on veut mettre en place. Après, par contre, quand même, hier, on a vu, moi, je suis plutôt content du match de Gaëtan Laborde et de Sofiane Diop. Sofiane Diop n'a pas l'air encore à 100% physiquement, mais je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup techniquement. Il a un bon volume de jeu, il apporte vraiment beaucoup. Et on l'a vu quelques fois, enfin, avec Gaëtan Laborde, les deux, quand ils sont ensemble, on voit qu'il y a quelque chose en fait. Alors c'est pas encore totalement, c'est pas magique pour l'instant, c'est pas encore peaufiné, mais on voit qu'il y a quelque chose à faire. Les deux sentent le football et ont envie d'aller vers l'avant. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces deux joueurs-là. Mais voilà, je pense que voilà, comme on a dit, Favre est encore en phase d'observation sur ces joueurs-là, ces postes-là, parce que bon, c'est des joueurs qui sont arrivés tard. Donc c'est difficile à dire. Je pense qu'on va avoir la réponse bientôt parce qu'on a eu quelques matchs avec différents schémas tactiques et on va bientôt avoir la réponse de cette ligne offensive. Ça va aussi dépendre de notre milieu de terrain, notamment avec le retour de Boudaoui, je pense. Bientôt la trêve aussi, de toute façon, qui permettra à Lucien Favre de travailler un peu plus à l'entraînement et un peu moins en match, hein, parce qu'avec le rythme là, effectivement, il n'y a peut-être pas trop le temps en semaine de travailler différentes combinaisons tactiques. Pour terminer sur cette attaque, messieurs, du coup, c'est Andy Delors qui marque le but, pas forcément son meilleur match non plus. On sait que le début de saison est compliqué pour lui, même s'il est décisif sur penalty quand on a besoin de lui. Là, c'est un but dans le jeu, cette fois un très beau but sur un retourné acrobatique lobé suite à un corner. Il devait sortir, la succession de corners a retardé le changement de la part de Lucien Favre, donc au final les astres se sont alignés favorablement pour l'OGC Nice. Andy Delors, est-ce qu'au final le problème ce n'est pas tant son niveau, parce qu'on sait que déjà la saison dernière ça avait été un peu un diesel à démarrer, que c'était vraiment sur la phase retour qu'il avait porté l'OGC Nice, mais ça ne serait pas, comme vous l'évoquiez il y a quelques secondes, aussi le manque de solutions et de turnover au poste de numéro 9, parce qu'en fait aujourd'hui, si tu décides de jouer à deux devant, tu n'as pas franchement le choix d'aligner Andy Delors, et même si tu joues seul devant, au final, tu es obligé d'aligner un faux neuf. Donc, est-ce que pour vous, on doit malgré tout poursuivre avec Andy Delors et enchaîner les matchs avec lui en pointe, sachant qu'a priori, on n'a pas à craindre un pépin physique de sa part? Ou est-ce que pour vous, quelle serait la meilleure solution si, par exemple, on devait le faire souffler en fin de match face à Belgrade ou face à Angers le week-end prochain? Il a montré qu'il était quand même bien plus à l'aise dans une attaque à deux. Surtout depuis l'arrivée de Gaëtan Laborde, je trouve, dans le jeu. Alors, c'est vrai que sur certaines phases,
Tu sens qu'il lui manque quand même quelque chose, même techniquement, quand tu compares un peu avec Laborde. Voilà, ça manque peut-être voilà d'une petite finesse technique, mais à côté de ça, le type il t'envoie un but de beach soccer qui t'offre la victoire. Je pense, voilà, comme l'a dit Jérémy, que ça va dépendre aussi du dispositif. Si tu es amené à jouer à deux devant, c'est dur de se passer de Delors. Par contre, on a vu qu'il était quand même beaucoup plus en difficulté lorsqu'il était seul devant. Et dans ce registre-là, comme le match a été fini, à savoir, on va dire en 4-2-3-1, même si Barclay était quand même très proche de Laborde, eh bien, Laborde a peut-être plus le profil du neuf seul, avec une finesse technique, qui sent un peu plus le jeu, meilleur dos au but aussi, et qui pourra permettre aussi de faire jouer les ailiers. Donc, encore une fois, oui, le dispositif, mais Delors, l'année dernière, il faisait jamais des grands matchs. Mais par contre, dès qu'il avait une occasion, il claquait. Et je pense qu'on a aussi besoin de ça. On a aussi besoin de cette part un peu d'insouciance, de spontanéité. Ça nous manque énormément dans notre jeu offensif. On est par moments, je trouve, un peu prévisible à faire l'essuie-glace gauche-droite. Delors, même en deuxième mi-temps, à un moment, il tente une reprise de volée alors qu'il est plus sur son pied gauche. Il la met au-dessus, mais comme à Clermont, où il tente cette reprise de volée à l'entrée de la surface, il a quand même un profil qui pourrait être très intéressant et qui pourrait voilà, nous sauver des situations un peu comme hier. Ouais, totalement. Moi aussi, je pense quasiment comme toi, en fait, sur tout ce que tu as dit. Je trouve que il est beaucoup plus à l'aise depuis que Gaëtan Laborde est là, dans ce schéma avec deux attaquants, notamment hier. Alors, c'est toujours pas énorme dans le contenu. Après, voilà, on sait très bien que lui, dans le jeu, c'est pas son point fort. Et j'ai été le premier à critiquer son début de saison que je trouvais un petit peu compliqué. Après, voilà, hein, comme le disait Pancho, c'est un attaquant et même s'il a 3 buts sur penalty, il a déjà mis 4 buts cette année. À chaque fois qu'on a un penalty, il le marque. Donc il est, comment dire, il fait ce qu'il faut. Il est Décisif. stable, il est décisif. Donc moi, voilà, je suis content de voir qu'il commence à aller un peu mieux. Après, voilà, il faut le garder, je pense, titulaire et le faire sortir comme on l'a fait hier, notamment. Je crois qu'il est sorti à la 70e minute justement Mhm. pour le faire un petit peu souffler parce qu'il peut pas, il va pas pouvoir enchaîner tous les matchs, hein. Je pense que hier, justement, le coaching de Favre pour lui a été bon de le faire souffler un petit peu, comme ça il sera un peu plus frais pour la fin de semaine, jeudi contre Belgrade et dimanche contre Angers. Donc voilà, une gestion où je pense qu'il est très utile de le garder en tant que titulaire et voir comment tourne le match, mais le faire sortir justement un quart d'heure, 20 minutes de la fin, remettre Laborde en position numéro 9 seul devant, décaler Pépé par exemple. Je pense que ça peut être une bonne solution. Andy Delors, hein, qui moins flamboyant qu'en fin de saison dernière. Bon, forcément, il n'avait peut-être pas claqué 3 buts par match pendant 6 mois, mais en tout cas, voilà, meilleur buteur de l'OGC Nice et un des rares buteurs. Il porte quand même le club malgré lui sur ce début de saison. C'est à souligner. Il fallait faire preuve quand même d'une grosse force mentale aussi, avec le contexte du match, le déplacement à Ajaccio, sa famille en tribune, ce club qu'il a accueilli quand il avait 17 ans, ce club de ses débuts en pro. Enfin voilà, en tout cas, il a rendu un fier service à l'OGC Nice et c'est à souligner. J'insiste un peu sur cette attaque, mais bon, c'est quand même le parent pauvre de l'OGC Nice aujourd'hui. 19e attaque, 5 buts marqués, c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'espérer mieux pour l'OGC Nice tant que ça ne sera pas réglé aux avant-postes. Je voudrais qu'on parle un peu de Nicolas Pepe, parce que c'est le joueur peut-être dont on a le moins parlé aux avant-postes jusque-là. Alors, encore une fois, c'est comme Andy Delors, l'idée, c'est de ne pas enterrer ou de fracasser un joueur qui ne fait que commencer à l'OGC Nice et qui a le temps de nous rendre beaucoup de services et de faire une grande saison. Mais pour l'instant, Nicolas Pepe, c'est peut-être celui qu'on voit le moins, ou en tout cas qui rend le moins de services au collectif. Alors certes, il apporte cette volonté de passer en 1 contre 1, cette volonté un peu de remonter le bloc, mais je trouve, c'est un avis personnel bien entendu, je trouve qu'il a quand même du mal à rendre service au collectif dans ce registre-là, et au final, c'est peut-être celui qu'on voit le moins des 4 fantastiques devant. Alors, si tu me permets, Jérémy, justement par rapport à Pépé. Alors, juste avant, tu parlais de l'attaque. Hier, c'est encore 2 poteaux, hein. Alors, tu avais posé la question sur Twitter pour le nombre de poteaux depuis le début de saison. On est quand même, je sais plus, peut-être à 5-6 au moins
Donc bon, c'est juste une stat comme ça, mais ça fait quand même pas mal depuis début août. Et pour Pépé, c'est vrai que offensivement hier, il a pas été très bon. Je dirais que offensivement, il n'a pas été très bon, et aussi dans le repli défensif, il avait une attitude par moments un peu feignante. Donc ces 2 éléments-là ont fait que sa prestation, elle était, on va dire un peu, moins bonne, du moins de ce qu'il avait, pu montrer depuis son arrivée. Mais vous allez peut-être penser que je fais une fixette, mais en même temps, lorsque tu as un latéral droit derrière qui fait trop peu de courses vers l'avant, qui joue trop peu avec son ailier finalement. Il a fait qu'une seule fois, je crois, de mémoire, Jordan Lotomba, où à un moment il prend justement l'intérieur du jeu pour libérer de l'espace à Nicolas Pepe. Ça crée un décalage. À chaque fois, Pepe se retrouve en 1v1. Lotomba fait trop rarement des dédoublements extérieurs, ou voire même intérieurs suivant le jeu. Donc ça fait que Pepe, finalement, il est livré à lui-même. Alors certes, il aurait dû faire plus de différence, mais pour l'expression de son jeu, je pense que c'est nécessaire d'avoir un joueur beaucoup plus actif offensivement que a pu l'être Jordan Lotomba. Bon, alors les Hier. latéraux, on va forcément en parler, mais avant de C'est passer lié, c'est lié. bien sûr, de toute façon, tout est lié sur un terrain de football, bien entendu, sauf quand l'équipe est coupée en 3 comme la semaine dernière. Mais Jérémy, pour te passer la balle sur le sujet Nicolas Pepe, il a quand même joué avec Youssef Attal aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ça m'a pas semblé spécialement meilleur. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la faiblesse des latéraux, qui est avérée, dont on va parler, et je pense qui a sauté aux yeux de tous les spectateurs et téléspectateurs du match hier? Ou est-ce que voilà, Nicolas Pepe n'a pas du mal à rentrer dans sa saison? Encore une fois, c'est pas une critique non plus, c'est un simple constat. Est-ce que voilà, selon toi, où se situent aussi un peu les clés d'amélioration du jeu de Nicolas Pepe, pour essayer de voir ça sous un prisme optimiste? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors effectivement, hier, c'était son match le moins abouti depuis qu'il est arrivé à Nice pour moi. Parce que bon, il a beaucoup essayé, mais il se déplaçait énormément, mais il n'y avait pas beaucoup de cohérence en fait dans ce qu'il faisait, je trouve. Il revenait bas, puis en fait, ça servait pas à grand chose à ce moment-là. Puis en fait, il portait le ballon, mais il jouait pas simple. Justement, je trouve que des fois, il contrôlait beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de contrôle de balle, alors qu'il pouvait faire des passes simples vers l'avant, il le faisait pas. Des fois, il complexifie un peu son jeu. Après, voilà, il apporte quand même encore, je trouve, une touche technique. Il est quand même très costaud physiquement, je trouve, donc il perd pas facilement le ballon. Donc il continue à porter. Voilà, hier après, ça a été compliqué. Et comme l'a dit Pancho, oui, c'est sûr que quand tu peux pas trop combiner avec ton latéral et que des fois tu te retrouves un petit peu esselé devant, je sais pas, des 1-2 toutes simples qui peuvent t'aider à te décaler, à prendre, à dézonner, ben, ça devient un peu plus compliqué. Après, par contre, je pense que c'est lié à notre attaque actuellement, mais sur le fait qu'on marque pas beaucoup, qu'on se procure pas non plus beaucoup d'occasions parce que les joueurs ne se connaissent pas encore forcément bien. Donc je pense que c'est plus lié au collectif, au fait que tout le monde apprend à se connaître et apprend à jouer ensemble. Je pense qu'à partir du moment où ils vont commencer à avoir des automatismes, lui va commencer aussi à progresser. Même si je trouve que déjà son apport depuis le début de la saison est quand même bénéfique. Après, pour la question de l'attaque plus généralement sur le fait qu'on soit 19e attaque de Ligue 1, je me fais pas trop de soucis parce que l'attaque que l'on a actuellement, elle n'a pas encore fait beaucoup de matchs. On a commencé la saison avec des ailiers qui marchaient, sans les citer, donc du coup c'est sûr que c'était compliqué de marquer des buts. Mais là, du coup, on voit quand même qu'on se procure quand même un tout petit peu plus d'occasions, de situations dangereuses, parce que hier, quand même, avec un petit peu plus de réussite, tu peux Mais tu gagner peux gagner 3-0. 3-0 facile. Voilà. Donc avec les 2 poteaux, la frappe de Delors en fin de première mi-temps qui passe à 2 millimètres du poteau, avec un plus de réussite, tu gagnes le match sur un score large. Donc voilà, moi je suis pas inquiet sur l'attaque en tout cas, parce que quand tu as de tels joueurs quand même, de telles références dans le championnat de France, tu peux que marquer des buts et je pense que ça va venir. Alors inquiet non, mais malgré tout, statistiquement, tu es 19e attaque quand tu es 6e défense, je crois, 6e ou 7e défense, si je ne dis pas de bêtises, qui est certes moins bien que la saison dernière, mais qui est très correct pour l'instant. Donc forcément, c'est un peu naturellement que j'ai souhaité réorienter un peu le débat sur l'attaque, qui a eu droit aux plus gros investissements lors du mercato, y compris des joueurs qui sont quand même
confirmés, qui sortent d'excellentes saisons, notamment pour Sofiane Diop et Gaëtan Laborde. C'est un peu plus compliqué pour Nicolas Pepe, mais c'est quand même un joueur avec un CV impressionnant pour l'OGC Nice. Donc en fait, c'est là où tu mets de l'argent sur les joueurs qui sont censés être prêts et t'apporter quelque chose tout de suite. Mais malheureusement, pour l'instant, ça se confirme pas. Après, on est début septembre, bien entendu. Je vous rejoins que ça va se faire petit à petit dans la saison. Peut-être après la trêve internationale, justement, suite à ce match face à Angers, ça sera l'occasion de travailler pour ceux qui ne seront pas convoqués en sélection. Mais voilà, c'était un peu pour ça que je voulais insister, puisque c'était un choix intéressant, je trouvais, de Lucien Favre de souhaiter aligner les 4 en même temps, même si encore une fois en conférence d'après-match il a un peu déploré le manque de repli défensif, ou en tout cas le peu de capacité de Nicolas Pepe à faire l'essuie-glace, même si, et ça va nous servir de transition, c'est forcément aussi lié à la situation et à la prestation des latéraux. Pancho, tu as parlé de Jordan Lotomba. Restons quelques instants sur le cas de Jordan Lotomba, et je vais demander à Jérémy ce qu'il en pense, parce que Jordan Lotomba, bon, on sait que dans cette émission, on n'est pas forcément les plus grands fans, et je pense, sans trop exagérer, que de toute façon, vu ses prestations depuis son arrivée à l'OGC Nice, sans que ce soit mauvais, ça a jamais été forcément brillant. Sauf là, il sortait quand même d'une entrée face à Monaco et d'une rencontre face à Cologne où il avait fait peut-être ce qu'il avait fait de mieux en rouge et noir depuis son arrivée. Et là, on est quasiment sur son pire match. Est-ce que en fait, ça ne résume pas tout simplement Jordan Lotomba, qu'on a vu vraiment faire quelques très hauts et beaucoup de moyens et de bas depuis son arrivée? Est-ce qu'en fait, c'est un joueur qui est encore jeune, qui va peut-être pouvoir se stabiliser à un plus haut niveau, ou est-ce que c'est un joueur sur courant alternatif de toute façon, et ça explique qu'aujourd'hui, il soit dans la rotation à l'OGC Nice? Moi, Jordan Lotomba, bon, suite au dernier podcast, on sait ce que j'en ai pensé contre Monaco, mais contre Cologne, oui, ça a été bien mieux. Il a quand même fait un bon match. Après, voilà, comme tu l'as dit, ça résume le joueur, hein. De toute façon, des fois, il nous sort des bons matchs, et après, de toute façon, il s'écroule. C'est hier le match encore qui fait, tu as l'impression c'est compliqué offensivement et défensivement, donc c'est compliqué. Des fois, en fait, ça dépend. Des fois, il arrive à faire des bons gestes, des bonnes interceptions, mais c'est que par séquence. Il n'arrive pas à faire un match complet, j'ai l'impression. Alors c'est pas catastrophique, hein, mais voilà, c'est pas. Pour moi, ça reste une bonne doublure dans une équipe comme la nôtre, en fait. Donc il faudrait qu'on ait un latéral qui soit comme Youssef Attal, qui de toute façon est titulaire quand il est là, un latéral de ce niveau, et Lotomba qui en plus a sa polyvalence pour lui, qui peut dépanner, qui peut jouer sans être totalement mauvais non plus, parce qu'il n'est pas totalement mauvais, hein. Il est, voilà, c'est comme on le dit souvent, un 5 sur 10, il fait de bons matchs, on va dire, mais c'est jamais fou. Donc voilà. Moi, ça m'inquiète quand même de faire la saison, comme je l'avais dit, hein, dernièrement, mais faire la saison avec un Youssef Attal qui se blesse souvent et un Jordan Lotomba qui va enchaîner tous les matchs. En plus, je pense que physiquement, ça va être compliqué pour lui aussi. Donc voilà, on garde l'idée en tête de peut-être voir Antoine Mendy, ça serait sympathique, mais à voir la suite. Ouais. J'allais dire, Pancho, est-ce que c'est pas le moment peut-être de voir apparaître Antoine Mendy sur le terrain? Je sais pas. Je sais pas si c'est le bon moment ou pas. Peut-être à Belgrade, hein, je t'avoue, Ouais, mais voilà. C'est vrai que Angers ou les matchs suivants en Ligue 1. Le calendrier, voilà, dans l'immédiat, peut-être pas. Mais oui, c'est clair qu'au vu de ce que propose Jordan Lotomba, quand Youssef Attal n'est pas là, pourquoi Mendy ne jouerait-il pas? Pour revenir sur le match de Lotomba, Sky, pour faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, on a investi énormément sur notre ligne d'attaque lors du dernier mercato. Il faut quand même se rappeler que Jordan Lotomba attaque sa 3e saison chez nous. Il a été recruté entre 6 et 7 millions de mémoire. Quand on fait la balance totale sur les matchs qu'il a pu nous produire, je suis totalement d'accord pour dire que le match de Cologne, c'était sans doute l'un de ses meilleurs matchs chez nous. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Hier, sur le match, autant défensivement, il n'a pas été embêté parce que c'était assez faible en face. Mais dans ses choix de passe, dans ses choix de course, dans son jeu vers l'avant, toujours inexistant par moment, c'est dans ce genre de match où tu dois justement te montrer offensivement, parce que on jouait une équipe qui, a priori, était quand même beaucoup plus faible que nous, mais il n'a pas su se montrer. Bien au contraire, il a été en dedans. Donc,
Ouais, c'est un éternel problème qui dure quand même depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on n'a pas su régler lors de ce mercato-là. Donc on va croiser les doigts pour que physiquement on n'ait pas de pépins, que ce soit à gauche ou à droite. Mais c'est sûr que lors du prochain mercato, j'ai vraiment pas hâte de cette période-là. Non. Mais il va falloir faire quelque chose. Donc non, moi, à titre personnel, Jordan Lotomba, ça fait quand même quelques temps que je n'y crois plus. Parce que oui, il est jeune, oui, il est international suisse. Mais en même temps, on a laissé beaucoup moins de temps à d'autres joueurs de s'exprimer sous nos couleurs. Donc pourquoi Lotomba aurait un totem d'immunité chez nous, quoi. Ouais, ben c'est un peu la condition physique de Youssef Attal, de toute façon, hein, qui fait, parce que quand Youssef Attal a pu enchaîner, il y avait pas débat dans la hiérarchie. On espère que Youssef Attal va rapidement revenir. A priori, c'était davantage une précaution, hein, qu'une véritable blessure. On espère le voir sur le terrain à Belgrade, et en tout cas de le revoir titulaire avant la trêve. On parlait du côté droit, passons du côté gauche avec Melvin Barr, un match en deçà aussi de ce qu'il a pu montrer face à Cologne et ces dernières semaines, sachant que bon, lui n'a pas fait un top match face à Cologne comme Jordan Lotomba. Donc c'est encore en deçà d'un match moyen. Ça a été dur pour Melvin Barr, alors que encore une fois, si ce n'est pas face à ce genre d'adversaire que tu essayes de te montrer offensivement, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va pas refaire l'éternel débat sur Melvin Barr, mais c'était plutôt décevant également, et peut-être plus inquiétant. J'ai trouvé qu'il a même été mis en difficulté défensivement, alors que généralement c'est quand même sa principale qualité depuis son arrivée à l'OGC Nice. Ouais, complètement. Match très compliqué. Il a pris un carton jaune au même titre que les 4 de derrière sur ce match-là. Ouais, bah voilà, il a toujours le mérite, voilà, de se battre, de rien lâcher, mais tu sens quand même que sur certaines séquences, c'est limité. Donc, ouais, on en revient toujours au même point. Après, bon, j'ai toujours on va dire, une part de moi qui me dit que ces latéraux vont progresser sous Favre. Mais j'ai bien peur qu'on parte malheureusement d'un peu trop loin s'agissant de Lotomba et de Melvin Barr, qui sont en fait 2 bonnes doublures. Voilà, ce sont 2 bonnes doublures, mais on a besoin d'avoir des latéraux top, et ces latéraux-là, on ne les a pas. C'est marrant, on se disait ça avant le début du mercato aussi, j'ai l'impression. Mais je sais que tu répètes souvent que c'est en fin janvier qu'on a identifié, voire au début février, qu'on a identifié le poste de latéral gauche, après les quelques matchs et quelques apparitions de Jordan Amavi, mais c'est totalement vrai. On le savait que ce poste de latéral gauche allait être problématique. Il n'a pas été réglé. Donc là, on va devoir faire ça, faire avec ces joueurs pendant peut-être toute la saison. Je ne sais pas exactement s'il va y avoir un mercato hivernal ou pas avec la Coupe du Monde, sans doute. Bah, Mais après, si tu fais venir Joe Bryan cet été, c'est pas pour en faire partir un cet hiver et prendre un troisième latéral. Ça me semble compliqué, mais bon, je vais pas répéter à chaque podcast cette histoire de latéraux. Tu as Sorensen. Il y a des solutions à tester, en tout cas jusqu'au mercato d'hiver. Tu as raison. Je voudrais terminer sur la défense, messieurs, parce que je me suis fait le replay du match ce matin, parce que je n'ai pu voir que la fin hier en direct. Alors, très honnêtement, je m'attendais à bien pire vu les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux hier. Bon, c'était pas bon non plus, mais c'était quand même largement supportable de regarder ça. Bon, excellent match de Dante et de Todibo, hein, je pense que là-dessus il n'y a pas forcément débat. Par contre, moi c'est la gestion de cette défense centrale. Donc on sait que Jean-Claire Todibo, à la faveur de son carton rouge, voilà, un peu plus soufflé malgré lui. Puis bon, il est encore jeune et ne montre pas trop de signes de faiblesse pour l'instant. Dante, c'est un peu plus compliqué, hein. C'est que physiquement, ça commence à peut-être un peu à tirer. Il joue strappé. Il n'a pas le même âge non plus, hein, sans faire d'agisme, mais peut-être que la gestion de Dante peut devenir un sujet en cours de saison. On reviendra après sur son rôle tactique aussi, parce que je sais que ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux ce matin. Mais pour vous, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire tourner un peu Dante et de lancer peut-être Mattia Vitti, selon vous? Quel serait le bon timing? Est-ce qu'on attend la trêve? Est-ce que vous pensez que Dante peut encore tirer 2 matchs? Est-ce qu'il faut lancer Vitti dans l'enfer de Belgrade, ou la réception d'Angers semble le timing tout indiqué? Jurisprudence, excuse-moi Jérémy, jurisprudence Ramsey. Je pense qu'on l'a vu.
on a quand même pas mal tiré, enfin Favre a pas mal tiré sur Aaron Ramsey sur, on va dire les premières semaines de compétition chez nous. Il se blesse 3 semaines. Dante est plus âgé, certes, il joue à un poste peut-être moins énergivore que Aaron Ramsey, mais oui, je suis pour une rotation, d'autant plus que Matchavity a apporté quand même des garanties assez intéressantes sur ses dernières sorties, même si c'était dans une défense à 3. On a eu envie de le revoir, en tout cas, c'est déjà ça. Ah ben c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je vois Matchavity titulaire à Belgrade? Ça me paraît quand même compliqué. Voilà, une atmosphère un peu hostile. Il va y avoir voilà, pas mal de supporters, je présume. Bon, après, ça peut être un vrai bon test. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération la condition et l'état de forme de Dante. S'il est cuit avant jeudi soir, on fait jouer Viti. Moi, les deux me vont en fait. Les deux me vont. J'ai pas peur de voir Viti à Belgrade parce qu'on a vu contre Marseille. Bon, certes, on prend 3-0, mais Viti c'est pas du tout dégonflé. Donc bon, il a été lancé lors d'un derby qui ne s'est pas soldé d'un bon résultat, mais ça ne me choquerait pas, voilà, de le voir contre Belgrade. Et voilà, c'est Dante qui a joué, je crois, tous les matchs entièrement depuis le début de saison. Donc ouais, il faut de toute façon qu'il y ait une rotation avec Matchavity. Ouais, totalement. En fait, moi, j'aurais fait jouer Viti hier à la place de Dante parce que je pense qu'il aurait totalement pu jouer ce match et faire une bonne prestation. Parce qu'il a quand même joué contre Marseille, Lille et Monaco. Il a fait de bons matchs. Donc, je pense que contre Ajaccio, il aurait pu jouer. Parce que bon, Dante, c'est vrai que là, il a joué tous les matchs de la saison dans leur intégralité. Je sais pas trop comment il fait, honnêtement. Chapeau, parce que à son âge, jouer tous les 3 jours comme ça, c'est quand même énorme. Donc là, bon, on a déjà vu contre Monaco qu'il a joué une mi-temps où il s'était fait un peu mal. Là, il joue avec un strap. Bon, j'ai envie de dire, enfin, ça serait quand même bien de le faire reposer parce que j'ai peur de le voir au sol à se tenir la cuisse ou le genou lors des prochains matchs. Donc bon, là, la trêve va arriver et vu qu'il a joué hier, en fait, malheureusement, je le referai jouer contre Belgrade parce que je pense qu'on a besoin de son expérience et de son calme derrière lors de ce match-là et plutôt faire jouer Viti contre Angers. Mais bon, moi, de toute façon, j'aurais fait jouer Viti hier pour permettre à Dante d'avoir une bonne semaine de repos et de se reposer pour le match contre Belgrade. Et puis je vous cache pas que voir aussi JC Todibo avec le brassard de capitaine, ça me plairait énormément aussi. Bon, effectivement, je pense que le Capitana serait tout à fait logique, même s'il y a d'autres candidats, hein, je pense. Mais bon, on a très envie de voir JC Todibo prendre la relève du commandanté dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors vous faites partie de la minorité, hein, messieurs, parce que c'est seulement 38%, enfin seulement, c'est déjà pas mal, hein, mais 38% des personnes sondées ce matin sur mon compte Twitter, hein, près de 1000 répondants, et je vous remercie d'avoir participé à ce sondage impromptu. 38% qui souhaitent que ce soit face à Angers que la rotation s'effectue. Bah figurez-vous, il y a quand même 52% qui n'attendraient pas et qui lancerait Matchavity contre le Partizan, même si effectivement les arguments de l'expérience européenne, de la pression du public, tout ça sont largement remontés aussi ce matin. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est une minorité, ça n'a pas été cité dans ce podcast, notamment 10% qui irait jusqu'à la trêve avec Dante. On a fait le tour de la défense. Je pense on va clôturer cette émission en parlant un peu rapidement du milieu de terrain, parce qu'au final, on pourrait voir, enfin, on va discuter de la complémentarité de Kefren Turam et d'Alexis Beka, mais face aux blessés, aux suspendus et aux diverses méformes, en fait, Lucien Favre n'avait pas tant le choix que ça sur le milieu de terrain à aligner. Il y a eu certes les entrées en fin de match de Hicham Boudaoui et de Ross Barkley, et je pense que c'est ça qui va nous animer, excusez-moi, à la fin de cette émission, mais par rapport à la condition physique des deux derniers joueurs cités, c'était légitime. Je ne m'avance pas trop en disant que voilà, Alexis Beka et Kefren Turam avaient tout à fait leur place dans le 11 titulaire. Oui, logique de les voir tous les deux. Enfin, moi, je m'attendais à les voir tous les deux titulaires parce que bon, Rosario était suspendu, Ramsey blessé, et comme tu l'as dit, Boudaoui et Barkley qui étaient pas à 100% physiquement.
J'ai pas trouvé qu'ils ont fait un mauvais match, mais je les ai pas trouvés à l'aise non plus dans ce système-là. Surtout Kefren Turam qui a l'air cuit physiquement aussi, le pauvre. Il enchaîne tous les matchs et il reste bon quand même, mais il m'a l'air un petit peu en dedans physiquement. BKBK plutôt un bon match, mais en fait il se déplace beaucoup, il a un bon volume de jeu je trouve, mais quelques erreurs techniques dans les passes qui font qu'il n'arrive pas encore à faire de match référence. Donc bon, après, c'est pas les deux joueurs qui ont fait un mauvais match. Je trouve que c'est plutôt l'animation et la tactique mise en place qui leur correspondait pas trop. Donc ils essayaient de faire avec, mais le problème c'est que ce sont deux joueurs c'est pas qu'ils sont pas complémentaires, mais justement peut-être dans un milieu à trois, tous les deux avec un Hicham Boudaoui ou un Ron Ramsey, ça l'aurait plus fait. Mais voilà, il manquait quelqu'un au milieu avec eux pour avoir un milieu plus complémentaire qui arrivait à plus porter le ballon vers l'avant. Parce que là, on avait vraiment un grand espace, je trouve, entre eux deux et l'attaque. Justement, à un moment donné, sur Amazon, ils ont dit justement, on a un centre dans notre surface. Et justement, en fait, c'est dégagé facilement par Ajaccio parce que nos deux milieux étaient trop loin, en fait, de la surface de réparation. Ils étaient trop défensifs. Donc, du coup, on avait vraiment un trop gros espace entre nos attaquants et ces deux milieux-là. Donc, ça doit être des consignes. Mais je pense que ça leur convient pas forcément, ce genre de consignes. Donc, à voir quand on aura plus de milieux disponibles. Voilà, on va parler de Ross Barkley et Hicham Boudaoui qui ont fait tous les deux de très bonnes entrées. Donc à voir, je pense que ça peut être tous les deux des milieux complémentaires à ce milieu-là, et je pense que ça peut être un peu mieux pour la suite. Pancho, est-ce qu'au final, la solution dans ce manque d'animation, cette équipe coupée en deux ou en trois en fonction du match, ce n'est pas tout simplement de revenir à un milieu de terrain à trois, parce que sans blâmer Alexis Beka et Kefren Turam, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jérémy. Est-ce que si on avait eu la possibilité de mettre un profil plus défensif derrière eux, au hasard Mario Lemina qui devrait pas tarder à revenir de blessure, ou peut-être un Hicham Boudaoui si on l'utilise à ce poste-là et s'il arrive à confirmer les quelques bons matchs qu'il a pu montrer depuis son arrivée à l'OGC Nice. Mais est-ce que ça serait pas ça la solution peut-être pour remonter le bloc, tout simplement essayer d'être plus présent devant, jouer éventuellement en 4-2-3-1 comme on l'a fait en fin de match? Je sais pas. Déjà, pour revenir sur les prestations de BKBK et Thuram, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai vu que sur Twitter, certains n'étaient pas forcément, on va dire, emballés par la deuxième mi-temps de BKBK qui avait beaucoup de déchets. Alors, certes, mais beaucoup de verticalité, beaucoup de courses, beaucoup de prise de risque. Et naturellement, quand tu prends des risques, eh bien, les déchets sont plus présents. Maintenant, par rapport au système de jeu, je pense que c'est le deuxième match en 4-4-2. Je pense qu'il faut juste que l'équipe soit plus bloc. Il y a trop d'espace, comme on l'a dit, entre la défense et le milieu, et surtout entre le milieu et l'attaque. Mais on a vu que en fin de première mi-temps, lorsque Laborde décrochait un peu plus et faisait le lien justement entre ce milieu de terrain-là et Andy Dehors, c'était beaucoup mieux. Et on l'a vu aussi lorsque Ross Barkley est venu. Il décrochait, il venait récupérer plus de ballons, il se déplaçait. Donc, pour moi, c'est pas tant un problème de dispositif, c'est plus, voilà, comme l'a dit Alric, parce que j'ai bien écouté la rediff du live Twitch, c'est un problème d'animation. C'est-à-dire que jouer avec deux milieux de terrain, c'est pas un problème pour moi, mais tes deux attaquants, du coup, doivent être complémentaires et ne doivent pas être sur la même ligne, au même titre que tes ailiers qui doivent faire les retours défensifs. Il faut justement qu'il y ait du mouvement, et également du mouvement sans ballon. Je pense que c'est ce qui a manqué énormément sur le match d'hier, et je pense que ce passage en 4-2-3-1 en cours de match va être de plus en plus utilisé si on est amené à garder ce 4-4-2, parce que justement il équilibre un peu l'équipe. Et si tu peux avoir le luxe de pouvoir tourner avec Ramsey en 10 lorsqu'il reviendra, ou Barkley, voire Sofiane Diop qui peut aussi jouer ce poste-là, ça peut être très intéressant. Alors, tu as dit plusieurs choses, Pancho. Tu as parlé déjà mais c'est bien d'avoir dit. ça alimente la discussion et le débat. Tu as parlé de mouvement déjà, mais également de stabilité. Alors, commençons par le mouvement.
très clairement, s'il faut retenir un mouvement et un animateur dans cette fin de rencontre, c'est Ross Barkley. Quelle entrée. On sait que c'est un peu la recrue de dernière minute qu'on n'attendait pas, ancien grand espoir du football anglais. Bon, il vient quand même certes du banc, mais de Chelsea. Ce n'est pas n'importe quel joueur qui débarque à l'OGC Nice. Bon, Lucien Favre ne semble pas trop le connaître, ou en tout cas ne veut pas faire mine de le connaître. On a bien compris en conférence de presse que ce n'était pas son choix. Il le lance dès son premier ballon, frappe sur le poteau, et puis s'ensuit, je crois, une passe qui aurait pu être décisive pour Gaëtan Laborde, et un service après de Nicolas Pepe qui tape lui aussi le poteau. Je crois que c'est un tir sur le poteau et trois passes qui ont conduit à un tir pour Ross Barkley, si on en est en 20 minutes, si on se fie aux statistiques officielles diffusées par la Ligue. Est-ce que c'est un peu on va dire une parenthèse enchantée? C'était parce que c'était une équipe faible, parce qu'il venait de rentrer, il voulait se montrer, et un peu comme Aaron Ramsey, au final, c'est la belle histoire qui a failli se concrétiser sur son premier ballon? Ou est-ce qu'en fait, c'est un profil peut-être qui serait intéressant pour le milieu de terrain de l'OGC Nice et qui pousserait justement, comme tu le disais, envisager un autre système avec un milieu de terrain plus haut derrière l'attaquant? Vas-y, Jérémy. Ouais, ça va clairement être une solution, je pense, parce qu'il a fait une entrée. Alors, je m'y attendais pas, hein. C'était tonitruant. Premier ballon poteau, c'est vrai que c'était. Il aurait mérité de marquer, ça aurait été beau, mais bon, cette fois, c'est pas passé. Non, très très belle entrée, et il a fait quelques différences balles au pied qui étaient assez impressionnantes. On voit quel joueur c'est quand même, parce que c'est vrai que certains ont critiqué quand même le fait qu'il n'avait pas beaucoup joué l'année dernière et tout, c'est vrai. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Il est un international anglais qui a quand même joué à Chelsea, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et je pense que hier il l'a montré. Et j'espère que ça va continuer, que c'est pas juste une parenthèse enchantée comme tu disais, mais il peut montrer de belles choses, je pense. Après, à voir si le physique suit, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Est-ce qu'il va arriver à enchaîner les matchs? Bon, déjà, il va pas jouer en Coupe d'Europe, donc peut-être qu'il va pouvoir se focus sur le championnat et pouvoir se reposer entre temps, donc ça c'est pas mal. Mais oui, je pense clairement qu'il peut nous apporter, et que dans un système en 4-2-3-1, il peut jouer en 10 derrière l'attaquant. Je pense que ça peut être une très bonne solution. Notamment, on parlait tout à l'heure d'Andy Delors sur le fait qu'il pouvait justement être suppléé, on va dire, en attaque, donc garder un Nicolas Pepe devant ou un Gaëtan Laborde, avoir cette solution d'avoir un Barkley en numéro 10. Ça peut être une très bonne solution. Il est polyvalent. Je pense que, comme on l'avait dit sur un ancien podcast, ça reste une bonne recrue. Et j'espère qu'il va continuer sur ce chemin-là, parce que je pense qu'il a toutes les qualités techniques et l'expérience pour. Oui, alors, surpris par sa rentrée, parce que effectivement, j'avais vu quelques matchs de lui, mais je ne le connaissais, on va dire, plus vraiment depuis les dernières saisons. J'apprécie la parenthèse enchantée, Sky, je l'ai noté, hein, pas mal du tout. Mais non, très intéressant, balle au pied, du mouvement, très à l'aise du pied gauche. Il a quand même moins bien fait que Ramsey, hein, qui a marqué sur son premier ballon, mais il n'a pas cadré, malheureusement, effectivement. Voilà, pas cadré. Mais j'ai bien aimé aussi sa recherche de la bonne position. C'est-à-dire que, à la différence, malheureusement, des joueurs offensifs sur les derniers matchs, il savait se positionner. Il savait où est-ce qu'il fallait chercher la balle. Il savait quand il fallait ralentir le jeu. Il savait quand est-ce qu'il fallait faire la bonne passe. Il savait quand il fallait tirer. La vista, finalement. C'est-à-dire que et puis physiquement aussi, alors on avait peut-être des doutes, au même titre que des doutes sur Ramsey, mais alors oui, certes, c'était Ajaccio. On peut mettre ça sur le compte de l'adversité, mais par contre, waouh, enfin. Donc dans l'intention déjà, même si oui. c'était peut-être facile de passer la défense d'Ajaccio, mais dans l'intention de jouer vers l'avant, il a déjà été supérieur à beaucoup de joueurs offensifs qu'on a vu se succéder depuis le début de saison. Ah mais c'est clair. Et puis techniquement, physiquement, il a joué très juste, et c'est vrai que on sent que le joueur il est déjà opérationnel directement, hein. Il disait sur Prime qu'il avait fait la pré-saison avec la réserve de Chelsea. Donc Lucien Favre dit quand même qu'il est très très loin de pouvoir prétendre au 11 titulaire, hein, physiquement, mais en tout cas s'il peut apporter en 20 minutes à chaque match ce qu'il a apporté, on prend volontiers. Tout à fait.
Concluons sur le dernier entrant, en tout cas l'autre entrant, parce qu'on va peut-être pas parler de Rare Chilier qu'on a vu entrer à quelques secondes de la fin de la rencontre. C'est Hicham Boudaoui. Tu parlais de stabilité. Hicham Boudaoui est rentré à son poste d'ailier droit qu'il a occupé le plus clair de la saison dernière. Alors on se souvient que sous Christophe Galtier dans ce 4-4-2, Hicham Boudaoui ailier droit, c'était aussi gage de réussite. L'OGC Nice marquait plus de points quand il était là. Alors c'était certes pas un ailier de débordement offensif à la Nicolas Pepe, mais en 20 minutes, on a vu aussi qu'il a apporté quand même une certaine stabilité à cette attaque. Ça a peut-être libéré un Ross Barkley ou d'autres joueurs comme ça de certaines tâches défensives. En tout cas, je pense qu'il a mieux correspondu aux exigences défensives de Lucien Favre pour le poste d'ailier droit. Alors, est-ce que on se projette beaucoup, mais est-ce que du coup, ce retour d'Hicham Boudaoui, ça peut réouvrir la concurrence à droite? Est-ce que Hicham Boudaoui, on le sait, c'est le prince de Béchar, c'est un joueur extrêmement élégant qu'on a trop peu vu malheureusement entre les blessures et les matchs où malheureusement il ne brille pas par sa présence, mais malgré tout, on est obligé de dire que globalement l'OGC Nice joue mieux avec Hicham Boudaoui sur le terrain, même si ce n'est pas spectaculaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour dans le 11? Quelle utilité vous voyez Hicham Boudaoui dans la semaine qui vient, par exemple, avec cet enchaînement de matchs face à Belgrade et la réception d'Angers? Alors, j'ai l'impression, par contre, qu'il est rentré au milieu de terrain, Sky. Si je ne dis pas de bêtises sur le match d'hier, il rentre en double pivot avec Kefren Turam, donc un poste plus axial qu'il avait occupé contre Cologne. Vous me dites si je me trompe, mais justement, moi j'ai été content de le voir redébarquer sur un poste, on va dire, plus naturel, même si c'est vrai qu'il avait quand même pas mal joué à droite sous Galtier. Je l'ai trouvé très très intéressant. J'avais beaucoup de doutes sur lui à l'arrivée de Favre, je le voyais même partant, donc mea culpa, parce que autant le match contre Cologne, il avait été, on va dire, voilà, c'était un match de reprise, mais il avait été quand même intéressant, un peu brouillon, mais malgré tout intéressant. Mais là, voilà, en plus, il a attiré les louanges de Favre en conférence de presse d'après-match. Voilà, il a stabilisé, il a joué propre, il n'a pas perdu de ballon. Donc effectivement, ça donne une option supplémentaire. Qu'on joue en 4-4-2 ou qu'on joue en 4-2-3-1, il peut occuper ce poste de 8. Et hier, franchement, il a été très propre. Donc on a hâte qu'il gagne justement en régularité, parce que c'est ça qui lui manque énormément, et qu'il puisse nous faire une saison complète. Jérémy, tu vas trancher, du coup. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de Hicham Boudaoui et qui est-ce que tu renvoies se faire le match une deuxième fois? Alors, est-ce qu'Hicham Boudaoui ne serait pas une recrue, j'ai envie de dire? Non, je rigole. Magnifique, Juju Mais, Fournier, c'est le retour. non, mais alors moi j'ai aussi beaucoup aimé son entrée, j'ai aimé son match contre Cologne également. Alors voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui a jamais été très constant malheureusement, parce qu'il a des qualités, pourtant il a beaucoup de qualités, mais il lui manque cette constance. Par contre, je trouve que lors de la préparation, le peu qu'on a vu et là les matchs, les quelques minutes qu'il a joué avec Lucien Favre, je trouve qu'il a quand même du mieux dans sa manière d'être sur le terrain. Même c'est peut-être un pressentiment juste, mais j'ai cette impression-là. Moi, j'espère le voir par contre dans un milieu, j'espère voir un milieu à 3 tout simplement, ou un 4-2-3-1 même, où il aura une position assez haute sur le terrain, parce que je pense que ça peut lui convenir. Alors honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choix pour lui, du fait de sa polyvalence, mais j'ai vraiment pas trop envie de le voir à droite, parce que je pense que certes, à ce poste-là, il est très important pour l'équipe, comme il a été l'année dernière, parce que c'est vrai, il faut le dire, que quand il était sur le terrain, même si c'était pas exceptionnel en termes de spectacle, c'est vrai qu'il apportait beaucoup. On le voyait sur le terrain et en termes de statistiques aussi. Il est très solide à ce poste-là, il apporte beaucoup défensivement par son repli, mais pour moi, c'est pas, il sait faire ce travail-là, mais c'est pas là où il peut être le meilleur. On l'avait vu soit Adrien Urcea dans un milieu à 3 où il était 8 ou voire 6, où il a fait une demi-saison qui était exceptionnelle avec Normal, Club c'était avec Adrien Urcea. Voilà, Donc, avec voilà. Club Urcea. Mais voilà, j'aimerais bien Urcea, honnêtement durant son retour. j'aimerais bien le revoir vraiment dans dans ce schéma-là et dans ce rôle-là, parce que je pense qu'il peut vraiment nous apporter, faire les efforts au milieu de terrain physiquement, parce qu'il sait les faire, et apporter cette touche technique et cette conservation du ballon qui nous manque un petit peu.
Bon, tu notes que Jérémy ne se mouille pas entre ces deux, entre les deux, ces deux, J'ai noté. compères de podcast. Bah écoutez, on va laisser nos auditeurs décider. N'hésitez pas à réagir sur nos comptes Twitter et sur celui d'Avantinissa. Écoute, celui qui a mal vu le positionnement d'Hicham Boudaoui sur ce match sera obligé de se frapper les 20 dernières minutes du match. Bon, note, Pancho, c'est quand même pas les pires. Je crois que je l'ai vu rentrer au milieu. Mais à Cologne, il a pu jouer à droite, mais il me semble qu'il a joué vraiment au milieu hier. C'est parti, il y a 20 minutes de match qui m'attendent pour ce soir. Bah écoutez, ça m'apprendra. Parce que Pépé était encore sur la pelouse, je crois, lorsqu'il rentre. Donc, effectivement. Donc c'est pour ça. C'est peut-être que je n'ai pas vu Nicolas Pépé comme le reste du match. C'est pas impossible. C'est moche. Bon bref, voilà, je vais retourner à mes études pour la peine. Merci messieurs d'avoir apporté de la pluralité à ce débat. Concluant, si vous le voulez bien, sur le programme de la semaine. Bon, nous, vous savez que vous nous retrouvez de toute façon, Pancho, sans trop m'avancer, si la connexion tient, a priori jeudi pour le Space Europa. Mercredi, si aussi tu peux faire un club Pancho sur Twitter. Vous avez forcément le live Nice, Avantinissa Europa sur la chaîne Twitch Sports Content qui vous attend vendredi. Et puis on reviendra en début de semaine prochaine pour débriefer le match face à Angers. Un petit pronostic peut-être, messieurs, si on ne se reparle pas d'ici la prochaine émission. En tout cas, si on ne se reparle pas publiquement et à nos auditeurs. Est-ce que d'abord vous signez pour un match nul à Belgrade et j'imagine victoire obligatoire après à la maison face à Angers? Ça serait pas mal, oui. Bon, j'espère une victoire à Belgrade, mais je me doute que ça va être quand même un match très compliqué. Dans une grosse ambiance, c'est quand même une équipe qui est habituée aux joutes européennes. Il me semble par contre qu'ils ont pris un carton rouge lors du premier match contre Slovako. Donc à voir. 3 partout notamment. Voilà, 3 partout. Honnêtement, je pense qu'il y a la place d'aller chercher un résultat, mais ça va être un match assez disputé, assez compliqué aussi. Sur le papier, aller prendre un point à Belgrade, non, ça serait quand même bien. Je pense que ça serait quand même pas mal. Mais oui, il faudra que ça soit suivi d'une victoire après contre Slovako. Sinon, ça sera pas forcément un très bon point. Après, contre Angers, par contre, il faut gagner. Ça, c'est sûr. Là, on a eu la chance d'enchaîner 2 matchs de championnat, Ajaccio-Angers, où il faut prendre des points. Là, c'est pas qu'on a repris le wagon, mais il faut enchaîner et reprendre 3 points pour se rapprocher, on va dire, des places européennes. On n'est pas si loin de la 6e place, donc autant essayer de prendre les points et essayer de finir sur une bonne note avant la trêve internationale pour mieux travailler durant cette trêve, justement. Pancho, le nul puis la victoire en championnat, c'est bien. Après, on ne s'interdit pas de savourer 2 victoires, évidemment. Ah oui, une semaine à 4 points, je prends. Alors, à titre informatif, le Partizan a mis 6-0 à domicile lors de son dernier match de championnat. Et actuellement 7e du championnat serbe, dans un championnat composé de 16 équipes. Donc je pense pour l'instant une saison moyenne par rapport aux ambitions du club. Maintenant, 4 points, c'est top. Je pense qu'Angers, il faut les enfoncer. Il faut un début de saison très compliqué. Donc victoire obligatoire en Ligue 1 et puis nul à Belgrade, on signe. Un petit 1 partout comme on aime les faire, ce serait très bien. Ça ferait du bien pour la tête avant la trêve de se repositionner probablement en première partie de classement s'il y avait victoire face à Angers et de rester plus que jamais dans la course à la qualification en Europe avant cette double confrontation face à Slovako qui je pense va être le moment charnière face à l'équipe supposément la plus faible, même s'il y a toujours des surprises en Coupe d'Europe forcément. Mais disons que si tu fais un nul et que tu arrives à prendre 4 points après face à Slovako, t'attaques la phase retour avec 6 points dans les meilleures dispositions. Bon, évidemment, si tu en as 8, c'est encore mieux. Mais voilà, on suivra ça dans les prochaines semaines. De toute façon, messieurs, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. C'est toujours un plaisir de parler de l'OGC Nice avec vous et de partager notre passion avec nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et on vous en remercie naturellement. Vous retrouvez ce podcast sur la chaîne YouTube de Sports Content naturellement, mais également sur toutes les plateformes audio habituelles, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et je ne sais quoi encore. N'hésitez pas, un abonnement, un pouce, 5 étoiles, un like, je ne sais pas. On prend un peu tout ce qui peut nous encourager, nous donner de la force. Messieurs, merci beaucoup. On revient très très vite. Merci, le programme de la semaine est chargé comme je vous l'ai cité. Et d'ici là, Issa Nice. Issa Nissa.